Oui, alors je voulais revenir sur certains points de règle concernant le mouvement. Donc la règle indique que si une zone est saturée, c'est-à-dire que elle ne peut plus, on ne peut plus faire entrer de figurines sur cette zone, comme ici, là, on voyait qu'on est en saturation ici, hein, je ne peux plus faire entrer de socle de figurines. Donc on considère que la zone est saturée. Ça veut dire qu'un autre personnage, par exemple Belly, qui arriverait ici, ne peut ni rentrer ni traverser cette zone. On considère également que pour les attaques au corps à corps, les deux zones ici qui sont adjacentes, en fait on va pouvoir faire des attaques au corps à corps d'une zone à l'autre. On considère que les figurines, c'est comme si elles étaient sur la même zone pour les attaques au corps à corps. Si par exemple lors d'une attaque, eh bien Belly, qui est ici, tue l'archer, pour continuer à attaquer une figurine sur cette zone, il faudra que là, étant donné qu'elle a libéré un espace, il faudra qu'elle dépense un point de mouvement pour rentrer sur la zone et continuer à faire des attaques. Alors autre point sur le mouvement. Donc lors du mouvement, on a un nombre de points de déplacement de base, c'est-à-dire gratuit, qui ne coûte donc aucune gemme. Et si Conan par exemple veut se déplacer et attaquer, et continuer à se déplacer, eh bien il va utiliser un premier point de mouvement de base pour se rendre sur la case du pirate, et ensuite il va faire une attaque. Le fait d'attaquer, d'enchaîner une attaque à la suite de son mouvement de base va interrompre, voire même arrêter son mouvement de base, c'est-à-dire que les points, il lui est resté un point de base restant, mais ils sont perdus, puisqu'il va arrêter ce mouvement de base par une attaque. Imaginons que l'attaque réussit, il a tué le pirate. S'il veut continuer à se déplacer, il faudra dépenser des points de gemme supplémentaires pour continuer à bouger. Il ne pourra pas réutiliser le reliquat de points de mouvement de base, ils sont perdus. Donc maintenant revenons sur les lignes de vue. Donc pour les zones qui sont en contrebas, par exemple sur le plateau des bateaux, ici on voit qu'il y a des escaliers qui descendent donc sous le pont, ici et ici. Eh bien on va considérer ces zones en contrebas, et donc on aura les lignes de vue pour les attaques à distance ne peuvent être tracées qu'entre cette zone en contrebas et les zones adjacentes. Voilà. C'est-à-dire qu'ici, par exemple, si l'archer est ici, il n'aura pas de ligne de vue sur cette zone. D'autre part, si l'archer se trouve ici, il aura un bonus de surplomb. Donc le bonus de surplomb correspond à un dé jaune qu'on ajoutera au pool de dés. Sur ce plateau, alors, on voit qu'il y a des mâts. La règle indique que les éléments de décor bloquent les lignes de vue, et notamment les mâts. Alors, mais il n'est pas dit que si dans la règle un héros se trouve sur la zone sur laquelle se trouve un mât, est-ce qu'il se trouve protégé par ce mât? Est-ce qu'on peut tracer une ligne de vue entre par exemple cette zone ici et la zone du mât? Pas très clair. La zone, on dit que la zone coupe la ligne de vue, donc ici en effet Conan sera caché derrière le mât par rapport à l'archer qui se trouve ici. Mais moi ce que je fais, c'est que même si Conan est sur cette zone, eh bien je considère qu'il est caché également par le mât, donc on ne pourra pas tracer de ligne de vue entre ces deux zones. Il faudra venir faire une attaque de combat au corps à corps pour toucher, pour pouvoir attaquer Conan.
Alors ça, là-dessus, je pense que la fac ou la règle, la V2 répondra à ces questions. Parce que là, ce n'est vraiment qu'une interprétation de ma part. Je n'ai pas la prétention de dire que c'est la règle exacte. Mais en tout cas, je le joue comme ça. Donc voilà. Pour revenir sur le lancer des objets, imaginons que par exemple Belly qui est ici a en sa possession une potion de vie et qu'elle souhaite l'envoyer à Conan qui est donc sur cette zone, qui est à 2 zones. Eh bien le lancer d'objet est sujet à la gêne. Donc on voit que Belly qui est sur la même zone qu'un pirate, eh bien aura donc elle lancera ses dés pour voir si elle arrive à atteindre la zone, mais elle aura un malus de 1 d'une hache, d'un résultat de hache sur ses dés, à cause du pirate sur sa case. Belly lance sa potion de vie, et Conan, pour réceptionner la potion de vie, devra faire une manipulation simple, c'est-à-dire dépenser une gemme pour réceptionner la potion de vie. Par contre, il n'est pas dit dans la règle que le fait de réceptionner donc un objet est sujet à la gêne. C'est-à-dire que si sur la case il y avait cette figurine là, eh bien le fait de réceptionner sera toujours une manipulation simple. Et donc Conan dépensera de la même manière une gemme. Alors ça peut paraître bizarre, mais en tout cas c'est comme ça. Voilà. Donc je vais revenir sur le tour des héros. Tout d'abord, avant de passer au tour de l'Overlord, ce que je n'avais pas dit tout à l'heure, eh bien, c'est que lors du tour des héros, on va commencer par une phase d'entretien où toutes les gemmes qui ont été dépensées dans les différentes actions, eh bien, on va les ramener dans la zone de fatigue. Et ensuite, il y a une phase de déclaration d'état des héros. Donc c'est là où on va dire si le héros est actif, donc on placera la gemme ici sur le soleil, ou s'il est en récupération, on mettra la gemme sur la lune. Donc ça a une importance puisque on récupérera plus ou moins de gemmes suivant l'état dans lequel on est. Donc comme j'ai déjà dit, 2 si on est à l'état actif, ou 5 si on est en récupération. Et par contre, si on est en récupération, eh bien le héros ne pourra faire que se défendre. Il ne pourra dépenser des gemmes que lors de défense. Il ne pourra rien faire d'autre. Ni déplacement, ni attaque, ni manipulation, ni quoi que ce soit d'autre. Donc notamment lors d'une phase d'échange d'équipement par exemple, eh bien c'est celui qui donnera l'équipement à celui qui est en récupération, c'est celui-ci qui dépensera une gemme. Et c'est obligatoirement lui. Si deux héros sont actifs lors d'un échange d'équipement, c'est soit le donneur, soit celui qui récupère l'équipement qui dépensera la gemme. Voilà, donc un héros en récupération ne dépensera pas de gemme, c'est le donneur qui la dépense, dans le cas des échanges par exemple. Donc à la suite de phase de déclaration d'état des héros, on a ensuite la phase d'action, dans laquelle donc tous les héros vont alterner des actions. Et ensuite, quand tout le monde aura passé, aura indiqué qu'il avait fini de toutes ses actions, eh bien il y aura à nouveau une phase d'entretien où toutes les gemmes qui auront été dépensées, donc c'est la phase d'entretien de fin de tour, iront dans la phase dans la zone de fatigue. Voilà. Donc il y a 2 phases d'entretien lors d'un tour de héros, en début de tour et en fin de tour. Voilà, et à la suite de ça, c'est le tour de l'Overlord. Alors, le tour de l'Overlord va commencer par la phase de récupération et de progression du pion de compte-tour. Donc on va déplacer les gemmes. Donc le scénario nous dit qu'on pourra récupérer 5 gemmes de la zone de fatigue vers la zone disponible.
Donc là j'en avais 3, j'ai tout récupéré. Puis on avance le pion de compte-tour sur l'échelle de temps. Donc on passe tour numéro 1. Et maintenant on va passer à la phase d'action. Donc lors de la phase d'action, on pourra activer jusqu'à 2 tuiles de personnages, enfin de monstres. Donc pour activer une tuile, il faut dépenser le coût qui est indiqué au-dessus des tuiles. Il faut dépenser le coût en gemmes. Donc par exemple, si je veux activer les pictes bleus, le coût est de 1, je prends une gemme, je la mets dans la zone de fatigue, et je prends la tuile, je la mets à la fin de la rivière, donc cette zone là de tuiles s'appelle la rivière, on la met à la fin, et je vais pouvoir activer toutes les figurines de pictes bleus, donc dont le support est bleu, c'est-à-dire celles qui se trouvent ici. Donc lors de leur activation, je vais pouvoir les déplacer jusqu'à 2 zones. Je pourrais éventuellement dépenser des gemmes pour rajouter des déplacements. Donc je pourrais dépenser des gemmes pour ajouter des points de déplacement à la manière des héros. Et donc on déplace d'abord toutes les figurines, on fait d'abord tous les déplacements. Donc admettons que voilà, on les déplace, tac, tac. Si j'ai un héros ici par exemple. Ah oui alors, c'est pas aussi facile que ça parce que dans ce scénario, pour sortir des huttes, étant donné qu'il y a des pots de bêtes au-dessus des portes, devant les portes, le coût pour sortir est augmenté de 1. Donc là en fait, pour 2 points de déplacement, je ne peux faire que sortir mes pictes bleus. Imaginons que Hydratus soit ici. Et bien par exemple, je vais rajouter 2 gemmes. Donc on rajoute 2 gemmes pour déplacer 2 pictes bleus sur la zone d'Hydratus ici. Une fois qu'on a fait tous les déplacements, on peut faire des attaques. Donc là, la valeur d'attaque pour les pictes bleus, c'est 2 dés jaunes qu'on peut relancer. Donc bien, on lancera les dés. Voilà. Donc les dés jaunes, ce sont les dés les plus faibles. On pourra, et on ne peut pas, on peut relancer, ici on peut relancer, si on n'est pas satisfait. Alors, ici, pour les pictes bleus, on voit qu'il y a des icônes de relance. Donc je peux relancer mes 2 dés bleus, mes 2 dés jaunes. Donc là c'est mieux, donc là j'ai 2 dégâts, enfin 2 touches. Et je peux dépenser encore une gemme, grâce à cette action, pour relancer un dé. Bon là c'est pas bon, j'en relance un autre par exemple, hop. Bon c'est pas bon, je m'arrête non plus. Donc là j'ai fait 2 dégâts, donc maintenant le Hydratus peut se défendre. Donc lui pareil, il pourra faire une défense active, donc ça je l'ai déjà indiqué tout à l'heure. Donc on dépensera des dés, des gemmes sur cette zone là de bouclier pour faire une défense active. Si le héros a également une armure de défense passive, on ajoutera les bonus, etc. Voilà. Donc on pourra relancer des dés. Par contre, quand on dépense des gemmes pour une défense active, on les dépense en une seule fois. On ne peut pas ajouter des dés au fur et à mesure. On peut éventuellement les relancer, mais on ne peut pas rajouter de dés. On définit le nombre de dés que l'on veut. Alors de la même manière que pour les héros, les mouvements des monstres sont sujets à la gêne, ainsi que les attaques à distance. L'Overlord peut maintenant activer une deuxième tuile, donc suivant ce qu'il veut faire. Il peut par exemple activer la tuile d'événement qui est représentée par le corbeau. Donc là j'ai un coût de 7. Est-ce que j'ai assez? 3, 2, 5 et 2, 7. Oui, j'ai assez. Donc je vais le faire. Mettons que je le fasse. Les événements déclenchables que l'on peut déclencher dans un scénario sont décrits. Ils sont différents pour chaque scénario. Et donc ici par exemple, l'action de l'événement qui est disponible, c'est renfort. Et on aura donc
dans ce scénario 4 points de renfort. Donc pareil, on déplace la tuile à la fin de la rivière et on a disponibilité 4 points de renfort. Chaque figurine a une valeur en bas à droite, c'est la valeur du coût de renfort pour faire rentrer à nouveau des monstres. Donc imaginons que j'ai eu 2 Picts bleus tués dans la partie, et bien pour 2 points de renfort, je peux les refaire revenir dans une zone où se trouve un pion de renfort, par exemple donc ici, à l'entrée du village. Et donc là, ça ne m'a coûté que 2. Mais je pourrais par exemple faire revenir un guerrier Pict qui a un coût de 2. Donc au total, j'ai 4 points de renfort dépensés. Mais il y a également des scénarios, par exemple le deuxième, où on a plusieurs événements possibles. On a renfort, par exemple, feu à volonté, qui permet à des archers de tirer, et louer 7 qui permet de transformer un sorcier en démon. Voilà. Par contre, on ne peut faire qu'un seul événement, c'est-à-dire que quand on dépense le coup pour une tuile, on ne peut déclencher qu'un seul de ces 3 événements, par exemple, de ces scénarios. On ne peut pas déclencher tous les événements. Voilà, alors une fois... Donc ça c'est le principe de fonctionnement, simple, efficace. Donc quand un monstre se défend, on peut également rajouter des dés de défense active, ça je l'ai dit. Donc c'est le bouclier. Donc ça permet d'ajouter un dé orange à la défense passive du monstre. Par exemple pour un Pict, il a une défense passive de 1. On pourra donc en dépensant une gemme ajouter un dé et rajouter par exemple ici une valeur, un point de défense en plus. Donc il aura 2, il pourra absorber 2 dégâts. Pareil, pour les défenses actives, on dépense les gemmes en une seule fois. On ne peut pas rajouter des dés au fur et à mesure. On indique combien on veut lancer de dés pour la défense active. 1, 2, 3, 4, est-ce qu'on veut? Voilà. Voilà, donc 2 tuiles que l'on peut activer par tour. Si à un moment donné, tous les chasseurs Picts, ou mettons, tous les... Alors, si tous les chasseurs Picts verts sont tués, par exemple, à un moment donné, eh bien on va retourner la tuile sur le côté tué, et on la déplace à la fin de la rivière. On pourra éventuellement, grâce au renfort, l'événement renfort, refaire revenir des Picts verts. Donc à ce moment-là, on retourne la tuile. Donc voilà. Mais on peut également se débarrasser de tuiles. Par exemple, imaginons que le serpent soit tué et le serpent soit tué. C'est-à-dire qu'il avait 8 points de vie. On a donc évidemment les points de vie des monstres, des gros monstres, des lieutenants. On décompte le point de vie sur cette échelle, donc 8, et on descend jusqu'à 0, arrivé 0, le monstre est tué. Donc on retourne cette huile. Imaginons qu'on ait le sorcier, qui était aussi également un lieutenant, qui soit tué. Le problème c'est que dans la rivière on se retrouve avec toujours autant de tuiles, et toujours un coût élevé. Donc on peut dépenser 2 gemmes de la zone de fatigue. Par contre, on sort du jeu, elles ne sont plus utilisables ces gemmes, et on supprime, on enlève la gemme, la tuile de la rivière. Voilà, on peut repayer 2 et on peut le faire n'importe quand ça, pour enlever les tuiles qui nous embêtent. Donc là, en effet, on a perdu des gemmes, mais du coup, les tuiles vont revenir plus vite dans leur activation. Donc cette action de supprimer des tuiles, ça s'appelle dépolluer la rivière. Donc ce n'est pas compté comme une action, ça peut être fait n'importe quand. Et il n'y a pas de limite de coût, c'est-à-dire qu'on peut en enlever 1, 2, 3, 4, il n'y a pas de limite. On peut également activer 2 fois la même tuile, c'est-à-dire si on a assez pour payer, on peut activer une première fois le guerrier pour 1, déplacer sa tuile ici à la fin de la rivière, et pour 6,
réactiver le Gary Pict, les Gary Pict. Certains monstres personnages de l'Overlord peuvent également activer des sorts, là c'est ce qu'on voit ici. Et donc dans certains scénarios en fait on récupère les cartes du jeu de sorts qu'on donne aux sorciers. Donc voilà, il y a aussi un point qui n'est pas très bien détaillé dans les règles, c'est les règles sur les alliés. C'est-à-dire que les héros peuvent commander des alliés, notamment des gardes, notamment dans le scénario numéro 2, là, Belly peut contrôler des gardes qui sont avec elle. Donc pour le moment, moi je le joue tel qu'un Overlord, c'est-à-dire que je peux, le héros peut utiliser des gemmes pour déplacer son allié, lui faire une défense active et lui faire relancer des dés. Mais ça, je pourrais éventuellement y revenir dans une prochaine vidéo. Voilà, donc je crois que j'ai fait le tour en gros de l'Overlord.